On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux citoyennes du parc Rémiard. On revient encore une fois avec les problématiques d'eau potable. Ça dure depuis 2008. En principe, l'automne dernier, on nous parlait d'un projet de règlement avec le propriétaire des lieux qui est Parkbridge, entente avec la ville, règlement d'emprunt. Combien ça va coûter, on ne le sait pas encore. Est-ce qu'il va y avoir une assemblée publique? À quel moment? Comment ça va se passer? Bref, il y a des inquiétudes qui sont soulevées de la part de ces citoyennes qu'on reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au sens très large, parce que vous savez, l'automne dernier, il y avait des élections. Il y avait 9 candidats à la mairie, dont Alain Laplante qui a fini 3e à 900 voix du vainqueur, qui était Michel Fecteau. Depuis l'élection du mois de novembre, M. Laplante est présent à chaque assemblée. On ne sait trop si c'est pour, oui, poser des questions à titre de citoyen. Est-ce qu'en même temps, est-ce qu'il prépare le terrain pour la prochaine élection dans 4 ans? Il ne veut pas le confirmer pour l'instant, mais probablement qu'il a des intérêts aussi. Mais bref, il se fait un peu comme le chef de l'opposition, si vous voulez, depuis cette élection du nouveau conseil. Il va nous parler justement des questions qu'il soulève à chaque assemblée. On le reçoit à l'instant. Il est toujours assidu à chaque assemblée publique du conseil municipal, malgré le fait qu'il ait perdu ses élections comme maire l'automne dernier. C'est l'ex-conseiller municipal Alain Laplante qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Éric, merci de l'invitation. Est-ce que je dois vous appeler ex-conseiller municipal, ex-candidat à la mairie ou futur candidat à la mairie dans 4 ans? Vous m'appelez comme vous voulez. Vous pouvez m'appeler Alain, tout simplement. Mais la troisième option est sur la table. Bien, comme je vous ai dit précédemment, toutes les options sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes à l'heure où on se parle. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises. C'est loin encore, on parle dans 3 ans. Bon. Donc, question quand même toute simple, parce que, bon, au lendemain de l'élection, novembre, à la limite décembre, certains disaient, bah, c'est normal, le type, évidemment, c'est quand même classé quand même un bon pourcentage de votes. Il manquait 900 votes, là. Il manquait 900 votes pour être maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais là, janvier, février, mars, vous assistez de façon assidue à toutes les assemblées du conseil. Bien, j'aime ma ville, puis il y a des choses importantes qui se déroulent au conseil municipal. Moi, je souhaite que plus de gens participent, que plus de gens se tiennent informés. D'ailleurs, votre émission contribue à divulguer, à diffuser ce qui se passe à l'Hôtel de Ville, les différents enjeux. Et je continue à m'intéresser à ma ville. Oui, mais pourquoi y aller à chaque assemblée? Pourquoi pas? Vous êtes là, vous, à toutes les assemblées? Un peu par obligation, parce évidemment, on fait la captation, puis on fait évidemment le choix pour l'émission. Mais je veux dire, c'est du temps qu'on investit dans sa vie. Je veux dire, c'est pas tous les citoyens qui, à chaque 2 semaines, vont au conseil. 2 réunions par mois, le premier et le 3e lundi de chaque mois. Ça dure 2-3 heures, tout dépendamment du nombre de questions. Est-ce que vous le faites dans un esprit d'instaurer vraiment un climat plus critique à l'égard du conseil? En fait, je reviens à ma question de base. Est-ce que vous craignez que l'actuel conseil, formé de Vision Legrand et de Parti Fecteau, à l'exception de M. Langlois là, et de M. Berthelot, qui est indépendant, fasse en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'opposition qui se dessine à l'intérieur du conseil actuellement et que l'opposition doit venir de l'extérieur? Il n'y a effectivement pas d'opposition. C'est un constat là, à l'Hôtel de Ville. On voit même, dernière réunion, le débat sur les jetons de présence. On nous avait annoncé un grand débat. Le conseil était divisé, mais il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de discussion. Donc, effectivement, le conseil municipal continue à fonctionner comme il fonctionnait auparavant, sans opposition. Tout se déroule derrière les portes closes. Et puis, le but de mes interventions, c'est souvent pour, justement, informer les citoyens des différents enjeux. Il y a des décisions qui se prennent, on les prend en catimini sans informer les citoyens. Et souvent, mes questions visent justement à sortir le chat du sac ou à informer les citoyens sur les véritables enjeux de la municipalité. Bon. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y en a qui pourraient vous voir en disant, bien là, on sait bien, le gars, il veut se représenter à la mairie dans 3 ans, donc dans le fond, il vient un peu enquiquiner le maire qui est en place pour le faire mal paraître? Bien, je ne peux pas laisser les gens, je ne peux pas empêcher les gens de penser. Moi, ce que je vous dis, c'est que je souhaite intervenir sur les décisions de la municipalité, même si je n'ai pas été élu. Et tous les citoyens peuvent le faire, d'ailleurs, par leur présence, par leurs questions. On peut influencer le cours de notre municipalité par notre action politique. Donc, c'est ce que je fais, ce que j'invite tous les citoyens à faire. Bon, la majorité de vos questions portent sur 2-3 choses. La première, la protection des boisés. Ça, vous revenez souvent à la charge avec ça. Est-ce que vous êtes, premièrement, déçu de voir que le Conseil a finalement unanimement entériné la décision du précédent Conseil quant à l'emplacement du complexe sportif? Moi, je suis effectivement très déçu. Michel Fecteau aurait pu protéger le boisé des colibris.
Malheureusement, d'ici quelques semaines, on va voir les bulldozers débarquer. On va détruire encore une fois un boisé important de la municipalité. Et ce boisé-là, en plus, il n'y avait pas d'enjeu économique parce que le boisé appartient déjà à la municipalité. Et les alternatives, il y avait d'autres alternatives pour l'implantation du complexe sportif. Malheureusement, le nouveau conseil n'a pas saisi l'opportunité parce que le nouveau conseil aurait eu la chance de déplacer le projet. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Est-ce que vous êtes déçu à ce moment-là de la prise de position de votre conseiller Yann Langlois, qui a été élu sous la bannière de l'équipe Alain Laplante et qui a voté en faveur de la décision actuelle? Bien, vous pourrez vérifier avec lui les motivations et différents trucs qui ont justifié son vote. Je vais laisser lui l'expliquer. Moi, bien évidemment, j'aurais pas... ça fait partie de... C'était dans mon programme électoral, là, la protection du boisé des colibris. Bien évidemment, j'aurais pas voté... avoir été élu maire, j'aurais sauvé ce qui reste du boisé des colibris. Autre enjeu encore plus important pour l'avenir, c'est les boisés à Saint-Luc. Le conseil c'est l'autre question. Ouais. Parce que, bon, il y a le boisé le long de la 35, c'est pour le complexe sportif, ça, c'est une chose. Il y a aussi certaines questions à l'égard d'un boisé le long de la route 219 à l'Acadie. Ouais. Il y a aussi l'autre dossier qui a quand même été abordé en campagne électorale sur les clubs de golf actuels, notamment le club de golf des légendes et de la mairie. Celui de la mairie, évidemment, n'est plus en opération. C'était un 9 trous là, qui était là. Les légendes, il y avait toujours un projet de peut-être supprimer 4 trous pour agrandir le secteur des légendes. Vous semblez toujours avoir des doutes quant aux intentions du maire Fecteau pour ces 2 projets. Le maire Fecteau, on lui a posé, moi et d'autres questions, on lui avait posé la question peut-être 2-3 fois à reprise depuis le 9 novembre dernier. Et puis, le maire répétait que non, oubliez ça, il n'y a pas de projet pour le développement des terrains de golf à Saint-Luc. Et là, à force de poser des questions, à force de demander à ce que le Conseil dévoile le plan triennal des mobilisations, le plan qui a été voté le 16 décembre dernier, on apprend que dans le plan triennal, il y a des montants prévus pour faire les plans pour le projet de développement des golfs à Saint-Luc. Donc, on comprend que c'est complètement aberrant. D'un côté, qu'on dise non, on n'a pas de projet, de l'autre côté, on vote des budgets. Et c'est à force de poser des questions. Puis beaucoup de mes questions portent aussi sur la transparence. On souhaite que le Conseil agisse beaucoup plus ouvertement pour permettre aux citoyens de voir, d'anticiper les coûts, de voir ce qui s'en vient. Vous parlez du projet de développement sur la route 219. Encore une fois, un autre boisé va y passer sous le tordeur. On nous dit non, on fait juste faire l'étude et puis on verra plus tard ce qu'on fait avec le boisé. Mais lorsqu'on engage des sommes d'argent, après ça, on vient dire aux citoyens, dire aux élus, bien regardez, on a déjà investi tant d'argent, on ne peut pas reculer. On s'est commis auprès des promoteurs, on a des engagements moraux auprès des promoteurs. Et voilà, les boisés passent dans le tordeur. Je reviens dans le cas des golfs, parce que le maire, l'ex-maire Delbecq, ici même en entrevue, nous disait quand bien même que moi ou le conseil, si on voulait absolument avoir du développement, la façon dont est effectué le zonage fait en sorte que les propriétaires riverains ont le dernier mot. Donc, ultimement, je veux dire, il va y avoir des maisons là le jour où les gens qui sont alentour du golfe vont en vouloir. Ultimement, le maire avait raison. Les projets de développement nécessitent des changements de zonage. Mais savez-vous quoi? Puis dans le processus de changement de zonage, oui, les voisins peuvent intervenir, peuvent voter. Mais savez-vous quoi? Si le conseil municipal n'entreprend pas de changement de zonage, si le conseil municipal à la base dit non, il n'y a même pas de danger pour le changement de zonage. Et savez-vous quoi? Regardez ce qui s'est passé avec le projet de l'envolée au coin de la rue Champlain, où les riverains ont justement voté contre le changement de zonage. Qu'est-ce que le conseil municipal a fait? Qu'est-ce que Yvan Berthelot a fait? Ils ont changé les règles du, ils ont changé le bassin, ils ont refait un nouveau référendum et finalement, le projet a fini par passer par manipulation de la démocratie. Donc, résultat, les citoyens sont désabusés. Les citoyens ne croient plus en la démocratie, ne vont plus voter, puis ils laissent faire. Donc, la meilleure façon de protéger le boisé, c'est que le conseil municipal s'engage formellement à ne pas changer le zonage, ni des golfs, ni des terrains zonés agricoles le long de la 219. Bon. Mais à ce moment-là, si on veut développer,
Pour accroître les revenus Oui. ou pour avoir davantage de citoyens, on fait quoi? On développe autrement. On change le modèle de développement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis 30 ans, on détruit des milieux naturels et on continue à faire de l'étalement urbain et à grossir notre municipalité. Ce que moi, je propose, c'est de revitaliser le centre-ville. Si on veut faire du développement, il y a beaucoup, regardez les bâtiments ici, sur la rue Richelieu, il manque beaucoup d'amour. C'est ici qu'on doit investir, c'est ici qu'on doit acheter des bâtiments, les rénover, attirer des nouveaux locataires, attirer des nouveaux commerçants, faire de la densification. On a déjà des infrastructures qui sont mal en point. Bon, au lieu de construire de nouvelles rues dans le boisé des Colibris puis des nouvelles rues dans le boisé de Saint-Luc, bien, refaisons les infrastructures de nos vieilles rues au centre-ville. Donc, question sur la protection des boisés, protection des golfs, transparence, et aussi beaucoup de questions à l'égard de la divulgation du plan triennal d'immobilisation. Ce que vous avez demandé à plusieurs reprises, le maire a refusé. Le prétexte qu'on sert souvent, c'est de dire, bien, si on, premièrement, ce qui est prévu dans 2-3 ans, ça se peut très bien que ce qui est prévu aujourd'hui, finalement, qu'on change d'idée. Et secondo, on veut éviter qu'il y ait de la surenchère, c'est-à-dire que quelqu'un, évidemment, en sachant très bien que la Ville a des intentions, qu'on se mette évidemment qu'il y ait une augmentation de l'évaluation des terrains en question. Bien, c'est pas tant pour l'évaluation des terrains, parce que c'est plus les priorités de développement qui viennent dicter la valeur des terrains. Mais l'argument économique par rapport au plan triennal, c'est que si on divulgue, on dit on va faire tel projet, ça vaut 4 millions, qu'on vient soumissionner, bon, les soumissionnaires savent qu'ils doivent soumissionner autour de tel prix. Donc, de là, l'idée, la suggestion de dévoiler les projets qui sont anticipés sans mettre nécessairement les montants au bout. Donc, on sait qu'on veut faire une passerelle, on sait qu'on veut faire, on veut développer telle rue, telle rue, telle rue. L'idée, et le plan triennal, oui, c'est vrai que ça peut changer au cours du temps, mais ça vient donner aux citoyens justement les priorités que le conseil municipal accorde aux différents projets. Et c'est là que si les citoyens étaient au fait, les citoyens connaissaient cette information, pourraient intervenir auprès de leurs élus et puis justement dicter les priorités de la municipalité. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit que certaines villes au Québec divulguent leur plan triennal d'immobilisation? Tout à fait. Boucherville, entre autres, d'autres municipalités. M. Blaine avait dévoilé quelques municipalités qui le font. Ce n'est pas quelque chose d'inusité. Il n'y a pas rien d'illégal à dévoiler la liste détaillée. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on veut faire des projets d'immobilisation, d'infrastructures pour 40 millions au cours des 3 prochaines années. Bon, bien, on a su, à force de gratter, à force de poser des questions, on a fini par savoir que oui, le conseil municipal avait voté des budgets pour le développement de la rue au milieu des 2 golfs à Saint-Luc. Bon, bien, si on n'avait pas posé des questions, si le conseil avait dévoilé d'emblée cette liste-là, on aurait su que ce projet-là était dans la liste. Sentez-vous que vous dérangez? Oui, je dérange parce que je pose des vraies questions, puis malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses, surtout à mes questions. Là, on ne reçoit pas... souvent, c'est pas tant mes questions qui dérangent, mais les réponses. Donc, afin d'éviter de communiquer, de répondre à mes questions, on préfère ne pas répondre ou tergiverser. Effectivement, je dérange. Et vous allez continuer de déranger comme ça pour les 4 prochaines années? Bien, est-ce que c'est un engagement que vous prenez de vous présenter à chaque assemblée d'ici la fin du mandat? Non, je ne prends pas d'engagement de ce genre-là. À moins d'avoir vous semblez très motivé à y aller quand même. À moins d'avoir des jetons de présence, moi aussi. Mais non, quand je serai disponible, j'y serai. Il y a des enjeux importants qui se dessinent présentement. Je sais que le conseil municipal, justement, réfléchit à l'avenir de la municipalité, aux priorités de développement. Bon, il faut intervenir, il faut sonner la cloche maintenant pour l'avenir de la municipalité. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, on vous parle du parc Rémiard.
Petite mise à jour du dossier du parc Rémiard, problématique d'eau potable. C'était d'ailleurs un enjeu de la dernière élection. On sait que la conseillère Christiane Marcoux, qui sera probablement avec nous d'ailleurs la semaine prochaine, va pouvoir nous en parler davantage. Mais quel est le point de vue des citoyens qui, eux, attendent toujours une réponse et plus d'informations? Avec nous, deux invités. D'abord, Chantal Mascotte, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, Réna Taker, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Madame Mascotte, là, on est fin mars, début avril. Oui. Qu'est-ce que vous savez à ce jour de l'évolution de ce dossier-là depuis qu'on s'est parlé l'automne dernier? Rien. Il n'y a rien qui a bougé, rien qui a avancé? On est au même point? Nous, on l'apprend par l'entremise des journaux. C'est tout. Puis par l'entremise de nos avocats qui s'occupent du dossier. Sinon, on ne sait absolument rien provenant de la Ville. La Ville, c'est vraiment au point mort, là. La conseillère ne nous avise pas, ne nous informe pas, parce que justement, c'est bien mentionné dans le journal que les résidents du parc Rémiard ne seront pas consultés parce qu'on est des simples locataires. Par contre, on paye des taxes municipales. L'eau qui va rentrer, elle n'arrivera pas par le terrain. Elle va rentrer dans nos maisons. C'est nous qui allons la consommer, cette eau-là. Quand vous dites que vous payez des taxes, c'est via, évidemment, le loyer que vous versez à la compagnie, non? Non, pas du tout. On paye des taxes municipales sur la valeur de nos maisons. On paye des taxes scolaires. On paye des taxes municipales. Taxes municipales, Sauf taxes qu'on n'a pas scolaires. la partie eau. La partie de l'eau que tous les autres propriétaires paient, nous, on ne la paie pas. OK, donc vous payez un certain nombre de taxes pour des items bien précis. Oui. On paye la police, on paye... La bibliothèque, on paye on tous paye les tout services. le reste, mais pas l'eau. Parce que vous, dans le fond, vous êtes propriétaire de la maison mobile. Oui. Oui, Elle, la maison comme telle, elle a une valeur Oui. oui, qui, elle, est taxable, Oui. municipale et scolaire. oui, Sauf que vous payez un loyer pour le terrain. Oui. oui. Et le propriétaire paye lui aussi des taxes municipales à la Ville pour le fonds de terre. Pour le fond de terre. Oui. Juste question de faire un rappel, Mme Tucker, la réalité d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi chez vous quand vous ouvrez le robinet? En fait, présentement, on n'a pas d'avis d'ébullition d'eau. Alors, en principe, l'eau, elle est potable, présentement. En principe. En principe. Je dis en principe parce que c'est sûr qu'après 3 ans, 4 ans, les gens n'ont pas confiance en l'eau qui sort du robinet. Parce que bien souvent, on sait que le parc Rémiard est alimenté présentement par des citernes d'eau parce que, non seulement la qualité d'eau n'est pas là, mais la quantité non plus n'y est pas. Alors, l'eau rentre de la citerne dans le bassin et à la sortie, au robinet, on fait des tests et l'eau qui, de prime abord, était bonne parce qu'elle venait de la citerne, lorsqu'elle sort du robinet, elle ne l'est plus. Elle n'est plus conforme. Alors, il y a un problème entre le bassin et mon robinet, là. Puis c'est un problème qui est récurrent, qui est récalcitrant, qui est récurrent. On ne sait pas exactement où il est le problème. Je ne suis pas certaine si Parkbridge le sait non plus. J'ai aucune idée. Mais présentement, on n'a pas d'avis d'ébullition d'eau, mais la semaine prochaine, je peux en avoir, ou dans 2 semaines, ou ça va, ça vient, c'est... Bon, Mme Mascotte, vous avez dit en introduction tantôt que le nouveau, vous l'appreniez par les journaux. Donc, qu'est-ce que les journaux vous ont appris dans les dernières semaines? C'est ça. Moi, ce qui m'a un petit peu, j'avoue, un peu vexée, dans le Canada français du 20 mars 2014, on nous dit qu'il y a eu une assemblée un lundi, puis j'ai dû aller voir à l'ordre du jour de la Ville que, bon, il y aurait eu l'adoption d'un règlement annoncé qui dise bien ici à l'avance que supposément qu'à l'avance, un règlement quelconque ou le protocole d'entente entre la Ville et Parkbridge aurait été signé. Malheureusement, personne ne nous en a avisé. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi que le journaliste du Canada français dit que ça a été annoncé. Comment ça peut avoir été annoncé si je ne suis pas au courant et mon avocat n'est pas au courant? Pour vous, dans le fond, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que Mme Marcoux disait qu'elle voulait tenir, je pense, une assemblée publique, inviter les gens de Parkbridge à répondre à vos questions. Là aussi, vous semblez avoir un doute quant à la faisabilité que Parkbridge se présente à cette future assemblée. Bien, le doute qu'on a, c'est que
tout a été fait, puis on se demande qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, autre que les coûts, dire voici, ça va vous coûter tant. Parce que tout a été fait. Vous pensez que ça va être une assemblée à sens unique? Exactement. C'est ça votre crainte, Oui, là. C'est-à-dire qu'on va arriver et on va dire, bien voici, la Ville et Park Ridge se sont entendus, ça va être ça. C'est ça. Tu te tais et tu payes. Exactement, parce que le protocole d'entente, ils n'ont jamais voulu nous le donner. On l'a demandé à la Ville, on a fait une demande d'accès à l'information. Ils nous ont refusé en disant que ce n'était pas signé. Mais ils ont les documents en main, ils les avaient. Souvent, l'argumentaire de la Ville, ou même dans l'époque de M. Delbecq ou de Mme Marcoux qui est encore là, c'est de dire, bien voici, le terrain appartient à Park Ridge, donc la Ville négocie avec Park Ridge. Évidemment, Park Ridge va se revirer de bord puis il va vous charger ce que ça va lui coûter pour régler la problématique. Un peu comme un locataire dont le propriétaire fait des améliorations, il va renverser la facture. Pour vous, c'est quoi qui serait raisonnable entre régler le problème, parce que c'est vraiment un problème que vous avez, puis que la facture soit à l'autre bout raisonnable pour vous? C'est quoi le juste milieu auquel vous vous attendez? C'est quoi vos attentes? L'attente, c'est que nous, ce qu'on se dit, un bon propriétaire ou un bon citoyen corporatif, alors qu'il sait très bien qu'on est en démarche judiciaire, il sait très bien que l'eau est contaminée depuis avril 2008. En principe, s'il ne veut pas avoir, disons, tous ses locataires sur le dos éventuellement avec une facture salée, c'est que tu fais rien. Tu te dis, en bon citoyen corporatif, pourquoi moi j'augmenterais d'une façon exorbitante mes résidents, mes locataires, alors que je suis fautif depuis 2008 et que ces gens-là ont des problèmes depuis 2008. Ils doivent acheter de l'eau, ils doivent faire bouillir de l'eau, tous les problématiques qui entourent ça, là, cette problématique d'eau. Moi, je me dis, comme bon citoyen, je me répète un peu, mais comme bon citoyen corporatif, tu minimises les coûts pour tes locataires. Ceci évite que toutes les maisons se mettent à vendre éventuellement, là, parce qu'il y en a beaucoup dans le parc Rémillard, des maisons à vendre. Mais est-ce que vous, comme propriétaire de ces maisons-là, mais locataire des terrains, est-ce que vous comprenez quand même que pour régler le problème, vous devez quand même en mettre de votre poche? C'est On le paye inévitable. déjà. C'est OK. inévitable. C'est inévitable. La seule chose, c'est qu'on aurait aimé être consulté. On aurait aimé faire partie intégrante de la solution, plutôt que de se faire imposer des choses. Ou c'est surtout ce bout-là qui vous agace? Honnêtement, là, ce morceau-là, là, il passe de travers. Il passe de travers. Comme disait Chantal tantôt, honnêtement, si dès le début, on avait senti qu'il y avait une espèce d'empathie, parce que, bon, les gens ont payé leur loyer quand même à 100 tout ce temps-là. S'il y avait eu un peu d'empathie de la part de Park Ridge, on ne serait pas là. Il me semble qu'on aurait pu faire partie de la solution, qu'on aurait pu être consulté, puis il me semble que l'atmosphère aurait été relativement meilleure pour tout le monde. Mais on s'attend à payer, c'est normal. Louer un terrain, ça coûte combien? Présentement, les terrains sont entre 191 et environ 236 Par mois. par mois. Ils sont tous de façon égale. Bon. Et une fois que le règlement d'emprunt est fait et tout ça, puis que c'est quoi votre crainte? C'est que Park Ridge vous augmente de combien? Bien, déjà, on vient de recevoir une augmentation de 7 OK. Mais une fois qu'on va vous acheminer l'eau potable là, pour régler le problème, c'est quoi votre crainte? En fait, Park Ridge nous a déjà envoyé des factures de frais environnementaux. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont commencé à faire des tentatives pour essayer de régler le problème, de creuser des puits où il n'y avait pas d'eau potable. Bon, ils ont essayé plusieurs choses là, avant de se rendre à l'évidence que ça ne fonctionne pas. Ils nous ont refilé la facture de ça. Le ministère de l'Environnement leur permet, même si ça ne fait pas partie du bail, de nous refiler des factures. Il y en a une qui a passé au montant de 6 $ et quelques par mois sur une période de 10 ans. Mais on a contesté une demande récemment. C'est par le ministère de l'Environnement, c'est par la porte de côté. Ça ne fait pas partie du bail, mais on est facturé quand même. Et là, la facture des infras va vous être filée, mais ça va augmenter de combien? C'est ça que vous ne savez pas. On ne sait pas. Vous ne savez pas si ça va être augmenté de 20 de 50 de 100 par mois. Vous ne le savez pas. On ne le sait pas. La facture dont on avait contesté des frais environnementaux, c'était aux alentours de 20 et 23, 20 et 26 par mois.
en surplus du 6,16 $, en surplus du loyer, des taxes et tout ce qui s'ensuit. Les gens, ils veulent plus. On se dit, nous, on paie, mais on n'a rien, on n'a pas de service. En municipal et scolaire, ça vous coûte combien par année en taxes? Tout dépendamment des maisons. C'est 1 $ par 100 $, oui, environ. 1600, grosso modo, oui. On paie la même chose qu'un résident dans la ville de Saint-Jean. C'est 1 $, par 100, 1 $ quelques par 100. Mais vous avez de l'eau contaminée avec parfois de couleur brunâtre. Des fois roses, des fois roses, des fois jaunes. Donc là, la prochaine étape, c'est la fameuse assemblée publique, mais que vous craignez à sens unique. Oui. Bien, en fait, oui. Oui, parce que nous, on se dit depuis le début, au moment où la première avis d'ébullition a été envoyée, quelques mois après, quand le propriétaire a vu que ça se perpétuait, que le problème continuait, il aurait dû nous rencontrer. Il aurait dû rencontrer les résidents. Puis leur dire, voici tel problème, c'est pourquoi qu'on a tel problème. On n'est pas capable de résoudre le problème pour telle raison. On est rendu en 2014. Ça fait quand même 6 ans. Plus de 6 ans, oui. On va vous souhaiter encore une fois la meilleure des chances. On fera le suivi, bien sûr, dans les prochaines semaines pour voir l'évolution et souhaitons la finalité de ce dossier-là. Merci beaucoup. On va le souhaiter. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Eau potable, il y a toujours des trousses d'économiseurs à prix réduit qui sont offerts. C'est un programme chapeauté par Hydro-Québec et la Ville embarquée là-dedans. Puis il y en a dans la bibliothèque et dans les édifices municipaux. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits du Conseil de Ville. On vous rappelle bien sûr qu'il y a Télébingo le dimanche matin 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. Une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire que nous desservons. Pour connaître la liste des détaillants, faites tvacharneuf.com. Vous téléphonez ici même 358-1912 et vous demandez Richard. À demain. Bye-bye.